Bonjour esprit de curieux, bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des batailles que tout le monde connaît, celles d'acier et de poudre. Nous allons aborder une guerre beaucoup plus silencieuse, une guerre pour l'âme d'un continent, une guerre de livres et d'idées qui a défini l'avenir de millions de personnes. Nous avons tous appris l'arrivée des conquistadors en Amérique. Des navires, des croix, des épées. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui a vraiment été perdu? Je ne parle pas seulement de vies ou d'or. Je parle d'univers entiers de savoir, de bibliothèques qui ont brûlé et de voix qui ont été réduites au silence presque complètement. La question qui nous guidera aujourd'hui est dévastatrice. Comment raconter la fin de son monde? Quels mots utilise-t-on quand on voit ses dieux mourir et sa culture s'évanouir? C'est l'histoire de ceux qui ont perdu la guerre, racontée par eux-mêmes à travers les fragments qui ont survécu au feu et à l'oubli. C'est l'histoire des voix vaincues. Avant de commencer, je voulais vous dire un mot sur les images que vous voyez. Pour donner vie à ce récit, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les visuels. Considérez-les donc comme une toile, une manière d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que je vous raconte. Elles ne seront pas toujours une représentation exacte ou littérale, mais un accompagnement visuel pour que vous laissiez libre cours à votre imagination avec moi. J'espère de tout cœur que vous apprécierez. Pour comprendre l'ampleur de la tragédie, nous devons d'abord gommer l'image de l'indigène primitif. Les civilisations mésoaméricaines, comme les Mayas et les Aztèques, n'étaient pas seulement de grands architectes et astronomes. Elles étaient, avant tout, des peuples du livre. Elles avaient un profond respect pour la parole écrite et consignée. Leurs livres s'appelaient des codex. Imaginez un accordéon fait de peau de cerf ou de papier damaté, une écorce d'arbre. Ils n'y écrivaient pas seulement avec des lettres, mais avec un système complexe d'images et de glyphes, qui sont comme des symboles chargés de sens. Chaque couleur, chaque figure, chaque position sur la page racontait une histoire détaillée. Ces codex n'étaient pas de simples contes, ils étaient le disque dur de leur civilisation. Ils contenaient leur histoire, de la création du monde aux généalogies de leurs rois. Ils enregistraient également leurs connaissances scientifiques, leur calendrier d'une précision étonnante, leurs traités de médecine et même leurs registres d'impôts. Perdre un codex n'était pas comme perdre un livre. C'était comme effacer une partie de la mémoire collective de tout un peuple. C'était un acte d'oubli forcé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les conquistadors, dans leur empressement à imposer une nouvelle foi, ont vu dans ces livres une menace directe, une hérésie qui devait être purgée. L'un des événements les plus tristement célèbres fut le auto da fé de Mani, en 1562. Là, le frère Diego de Landa ordonna de brûler une quantité incalculable de codex mayas. Il écrivit lui-même, avec une froideur qui donne des frissons, qu'il les avait brûlés parce qu'ils ne contenaient que des superstitions et des falsités du démon. Imaginez l'horreur. Ce n'est pas seulement le fait de brûler du papier, c'est le fait de brûler l'identité. C'est dire à tout un peuple que tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a cru et tout ce qu'il a su ne vaut rien. C'est un acte de génocide culturel, une tentative de réduire l'esprit d'un peuple en cendres, mais ici, au cœur même de la destruction, quelque chose d'incroyable se produit. La mémoire humaine est résiliente. Quand le papier brûle, l'histoire se réfugie dans l'esprit des anciens, dans les chants des prêtres et dans les cœurs des sages qui ont survécu. La mémoire a refusé de mourir. Et alors naît un nouveau type de littérature. Une littérature clandestine, une littérature d'urgence. C'est ce que les universitaires appellent la littérature du trauma. Ce n'est pas une écriture pour célébrer, mais pour se souvenir. Ce n'est pas pour gouverner, mais pour survivre. C'est une tentative désespérée de sauver l'âme du naufrage. Les sages indigènes restants se sont rendus compte qu'ils devaient adopter les outils du conquistador pour sauver leur propre héritage. Ils ont donc appris l'alphabet latin et en secret, ils ont commencé à transcrire leurs anciennes histoires, leurs mythes et leurs mémoires en utilisant les lettres de leurs oppresseurs. Ce fut un acte de résistance culturelle sans précédent. L'exemple le plus puissant de cela est le Popol Vuh. On l'appelle souvent la Bible Maya, mais c'est bien plus que cela. C'est le livre du conseil, un texte sacré qui raconte la création du monde et les aventures des héros jumeaux, Hunahpu et Xbalanque, dans l'inframonde de Xibalba. La version que nous connaissons a été écrite vers 1550, après la conquête. Elle a été rédigée en langue quiché, mais en utilisant l'alphabet latin. L'auteur est anonyme, probablement un noble maya christianisé, qui voulait s'assurer que le savoir de ses ancêtres ne se perde pas à jamais. Le Popol Vuh nous raconte que les dieux ont tenté de créer l'humanité à plusieurs reprises. D'abord, ils ont fait des hommes d'argile, mais ils se défaisaient avec la pluie. Ensuite, ils les ont fait de bois, mais ils n'avaient pas d'âme et ne se souvenaient pas de leur créateur. Ils étaient maladroits et vides, une première version ratée de l'humanité. Finalement, lors de la troisième tentative, les dieux ont trouvé le matériau parfait. Ils ont créé les êtres humains à partir du maïs. Le maïs
qui est la base de la vie en Mésoamérique, est aussi devenu la chair et le sang des gens. C'est pourquoi, selon le Popol Vuh, les humains sont des hommes et femmes de maïs. Cet acte d'écrire le Popol Vuh n'était pas seulement un exercice de mémoire, c'était une déclaration politique. À un moment où on leur disait que leur Dieu était faux et leurs histoires des mensonges, un auteur anonyme gravait dans un nouveau format la vérité la plus profonde de son peuple. Il disait « Nous existons, c'est notre histoire, c'est notre origine ». Mais le Popol Vuh ne fut pas le seul. Dans la vallée de Mexico, les sages Nahuas, les héritiers des Aztèques, luttaient également pour préserver leur mémoire. Leurs chants et poèmes, qui étaient récités auparavant lors de cérémonies, étaient désormais transcrits en secret. Ces textes sont connus sous le nom des Cantares Mexicanos. Dans ces chants, nous trouvons certains des vers les plus tristes et les plus beaux de la littérature universelle. Ce sont des élégies, des lamentations pour la ville perdue de Tenochtitlan. Un poème dit « Sur les chemins gisent des flèches brisées, les cheveux sont éparpillés, les maisons sont éventrées, leurs murs sont rougis. » C'est le témoignage direct de l'Apocalypse. Un autre poème demande « Où allons-nous ? Nous ne venons que pour naître. Que là où il n'y a pas de mort, là où je vaincrai, là j'irai. » C'est la philosophie du trauma. C'est la quête de sens au milieu du non-sens absolu. Une question lancée dans le vide après que son univers se soit complètement effondré. Maintenant, l'histoire devient encore plus complexe et fascinante. Parfois, les Espagnols eux-mêmes sont devenus les archivistes des mondes qu'ils aidaient à détruire. Pas toujours par bonté, mais par nécessité. Pour pouvoir convertir les indigènes, ils devaient d'abord les comprendre à fond. Le cas le plus incroyable est celui du frère Bernardino de Sahagún, un missionnaire franciscain. Il a passé près de 50 ans de sa vie au Mexique, apprenant le nahuatl à la perfection et interviewant les anciens sages qui se souvenaient encore du monde d'avant la conquête. C'était une sorte d'ethnographe accidentel. Sahagún a réuni ces informateurs indigènes qui étaient des nobles et des prêtres éduqués dans l'ancienne tradition. Il leur posait des questions sur leurs dieux, leurs rituels, leur société. Et ces informateurs ne se contentèrent pas de répondre, ils dessinaient aussi, créant des illustrations à l'ancien style des codex. Le résultat est une œuvre monumentale, le Codex de Florence. C'est une encyclopédie en 12 volumes sur la culture Nahua. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle est écrite en 2 colonnes. L'une en espagnol, avec la version de Sahagún, et l'autre à côté, en nahuatl, avec le témoignage direct des informateurs indigènes. En lisant la colonne en nahuatl, nous entendons directement la voix vaincue. Quand ils décrivent l'arrivée des Espagnols, ils ne parlent pas de Dieu. Ils utilisent des mots comme démons ou barbares. Quand ils racontent le massacre du Templo Mayor, le texte transmet une douleur et une horreur que la version de Sahagún adoucit. Le Codex de Florence est un paradoxe. C'est un outil créé pour la colonisation, pour comprendre l'autre et ainsi pouvoir mieux le dominer. Mais en même temps, il est devenu l'arche de Noé, de la culture Nahua, la capsule temporelle la plus complète que nous ayons de leur monde. Une arme à double tranchant qui, sans le vouloir, a préservé ce qu'elle prétendait transformer. Pensez-y un instant, ces textes, nés de la douleur la plus profonde, sont fondamentalement hybrides. Ils utilisent l'alphabet du conquistador pour sauver les mots du conquis. Ils sont parfois écrits par des mains indigènes, parfois par des mains espagnoles qui transcrivent une voix indigène. Ils sont le premier fruit d'une rencontre violente. Ce mélange forcé, ce choc de 2 univers, a donné naissance à une nouvelle façon de voir et de raconter le monde. Une sensibilité où le mythique et le réel ne sont pas séparés, où les ancêtres marchent aux côtés des vivants et les présages se lisent dans le vol d'un oiseau. Une vision du monde qui avait été effacée d'Europe des siècles auparavant. C'est le point clé. La blessure de la conquête, le traumatisme de la mémoire brisée, n'a pas disparu. Elle est restée latente dans le subconscient culturel de l'Amérique latine. Elle s'est transmise de génération en génération, non seulement dans les textes, mais aussi dans les histoires orales, les croyances et les rituels. Les historiens de la littérature ont étudié comment cette vision des vaincus est devenue l'ADN secret de la culture latino-américaine. C'est une perspective qui comprend le pouvoir, non pas du trône du roi, mais de la résistance du peuple. Une mémoire qui sait que l'histoire officielle raconte rarement toute la vérité. Et c'est là que l'histoire fait un bond de près de 400 ans et se connecte directement à notre présent. Pendant des siècles, cette façon de raconter le monde est restée en marge, perçue comme du folklore ou de la superstition par la culture dominante qui tentait d'imiter l'Europe. Mais au milieu du XXe siècle, quelque chose a changé. Un groupe d'écrivains latino-américains a décidé de cesser de regarder vers l'Europe et de commencer à regarder vers l'intérieur, vers les racines profondes et complexes de leur propre continent. Des écrivains comme Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier et bien sûr Gabriel García Márquez. Ce qu'ils ont trouvé, c'est précisément cette vision du monde née du traumatisme de la conquête. Cette réalité où le magique et le quotidien s'entrelacent sans couture.
Ils l'ont appelé réalisme magique ou le réel merveilleux, et ils ne l'inventaient pas, ils le redécouvraient. Ils puisaient à un puits très ancien. Quand vous lisez dans 100 ans de solitude qu'un personnage monte au ciel en corps et en âme tout en pliant des draps, ou qu'une épidémie d'insomnie provoque l'oubli des noms des choses, ce n'est pas seulement une fantaisie de l'auteur. C'est l'écho direct d'une cosmogonie où de tels événements sont possibles. C'est l'écho du Popol Vuh. Le réalisme magique, qui a étonné le monde et a valu un prix Nobel à Garcia Marquez, est en essence la vision des vaincus qui trouve enfin une voix universelle. C'est la preuve que la mémoire qu'ils ont tenté de brûler au XVIe siècle a survécu, s'est transformée et a finalement fleuri pour que le monde entier la voie. Ainsi, la littérature du trauma n'a pas été une fin, mais un commencement. Ce fut l'accouchement douloureux d'une nouvelle identité. Une identité qui n'est ni purement indigène, ni purement européenne, mais quelque chose de nouveau, métisse et complexe. Une identité qui a appris à vivre avec ses fantômes et à raconter ses histoires à partir de la blessure. Par conséquent, lorsque nous lisons ces témoignages, nous ne faisons pas seulement de l'archéologie littéraire. Nous nous connectons à l'origine d'une façon de sentir et de raconter qui reste vivante et vibrante en Amérique latine aujourd'hui, dans sa musique, son art et bien sûr sa littérature. L'histoire de la conquête de l'Amérique, vue sous cet angle, cesse d'être une simple chronique de vainqueurs et de vaincus. Elle devient l'histoire d'une mémoire qui a refusé d'être effacée. C'est un rappel qu'on peut brûler les livres, mais on ne peut pas brûler les histoires tant qu'il y a quelqu'un pour s'en souvenir. La prochaine fois que vous penserez à la conquête, n'imaginez pas seulement des navires et des canons. Imaginez aussi un sage anonyme, à la lumière d'une bougie, utilisant l'alphabet de ses ennemis pour sauver l'âme de son peuple, lettre par lettre, dans un acte d'amour et de résistance qui résonne jusqu'à nos jours. Il est fondamental de comprendre que cette littérature n'est pas une simple collection de mythes. Pour les peuples qui l'ont créée, c'était leur vérité. C'était l'explication du cosmos, le guide de leur comportement moral et l'enregistrement de leur lignée. La détruire, c'était comme arracher le système d'exploitation d'une culture. Pensons à la poésie nahuatl. Elle avait un concept appelé « fleur et chant ». Pour eux, la poésie était la seule façon de dire la vérité sur Terre, le seul chemin pour se connecter au divin. Ainsi, quand nous lisons leurs poèmes de lamentation, ce ne sont pas seulement des figures de rhétorique. C'est l'échec de la vérité la plus haute qu'ils connaissaient. Le trauma se manifeste aussi dans le silence, dans ce qui n'est pas dit. Beaucoup de ces textes présentent des vides, des sauts logiques. Les chercheurs pensent que c'est une forme d'autocensure. Les scribes indigènes savaient que s'ils révélaient certains secrets de leurs rituels, ils pourraient être persécutés par l'Inquisition. Cette littérature nous montre également un choc de concept du temps. Pour les Européens, le temps était linéaire, une flèche qui avance. Pour de nombreuses cultures mésoaméricaines, le temps était cyclique. Elles croyaient en des ères qui se détruisaient et renaissaient. Certains ont vu la conquête non pas comme une fin absolue, mais comme la fin d'un cycle aussi douloureux fut-il. Même la façon de raconter l'histoire était différente. Les chroniqueurs espagnols cherchaient un récit unique et autoritaire. Les récits indigènes, comme les Annales de Tlatelolco, présentent souvent plusieurs versions d'un même événement, sans nécessairement dire laquelle est la correcte. C'est une vision plus collective et moins dogmatique de la mémoire. C'est crucial. La perte ne fut pas seulement celle d'histoire, mais de façon de comprendre la réalité. La culture occidentale tend à séparer nettement le naturel du surnaturel. Dans la pensée indigène, cette séparation est beaucoup plus fluide. Une colline peut être une divinité, un rêve peut être un message réel. C'est pourquoi le réalisme magique n'est pas de la fantaisie. La fantaisie crée des mondes impossibles. Le réalisme magique décrit un monde où l'impossible fait partie de la réalité quotidienne pour ses personnages. C'est un héritage direct de cette cosmogonie qui a refusé d'accepter les catégories imposées par la pensée européenne. Les témoignages de la conquête révèlent également le profond désarroi technologique et militaire. Ils décrivent les chevaux comme des cerfs géants et les canons comme des trompettes de feu qui lancèrent des pierres. C'est le langage de l'étonnement essayant de digérer une horreur sans précédent dans leur expérience. De plus, la maladie a joué un rôle terrifiant. La variole, apportée par les Européens, a décimé la population, qui n'avait pas de défense. Les textes indigènes décrivent la peste avec un détail effrayant, comme une force invisible et monstrueuse contre laquelle leurs rituels et leur médecine ne pouvaient rien. La figure du traducteur ou interprète, comme la célèbre Malinche, est incroyablement complexe dans ces textes. Pour les Espagnols, c'était une alliée indispensable. Pour de nombreux textes indigènes, c'est une figure ambivalente, parfois vue comme une traîtresse, parfois comme une mère forcée d'une nouvelle nation métisse. Le trauma de la communication brisée. Pensons au livre Quilambalam, un autre texte maya écrit après la conquête. Il est rempli de prophéties et de lamentations. L'une de ses phrases dit « Le temps du mensonge est arrivé ». Cela résume parfaitement le sentiment d'un peuple dont la conception de l'ordre et de la vérité est remplacée par une autre, imposée par la force.
L'ironie finale est que beaucoup de ces textes, créés pour préserver la mémoire indigène, ont été découverts et valorisés par les Européens des siècles plus tard. Le Popol Vuh, par exemple, fut transcrit et traduit par le frère Francisco Ximénez au XVIIIe siècle. Il a été perdu dans les archives jusqu'à bien plus tard. Cette redécouverte tardive a souvent signifié que les communautés indigènes elles-mêmes perdaient l'accès à leur patrimoine écrit. Aujourd'hui, il y a un mouvement très fort de réappropriation avec des universitaires et des leaders indigènes qui retraduisent ces textes dans leur langue d'origine et les réintègrent à la vie de leur communauté. Alors, que nous enseignent ces voix vaincues aujourd'hui? Elles nous enseignent que l'histoire est un champ de bataille de récits et que la version qui s'impose comme officielle est rarement la seule qui existe. Elles nous invitent à toujours chercher l'autre colonne, l'autre voix, l'histoire qui a été réduite au silence. Elles nous rappellent aussi que la culture est bien plus résistante que nous le pensons. Elle peut être blessée, traumatisée, forcée à la clandestinité, mais son essence peut survivre sous les formes les plus inattendues. Comme une graine qui attend sous la terre brûlée pour germer de nouveau. Le concept de trauma est ici essentiel. Des études en psychologie démontrent que le trauma non résolu se transmet entre les générations. De la même manière, le trauma culturel de la conquête a laissé une marque indélébile sur la psyché collective de l'Amérique latine, se manifestant dans ses tensions sociales, politiques et artistiques. C'est pourquoi lire le Popol Vuh ou les Cantares Mexicanos n'est pas un acte de nostalgie. C'est un acte de guérison. C'est reconnaître la blessure originelle pour pouvoir comprendre le présent. C'est donner à ces voix l'espace et la dignité qui leur ont été refusés il y a 500 ans. La prochaine fois que vous entendrez parler de la découverte de l'Amérique, questionnez-vous sur ce mot. Une découverte implique de trouver quelque chose d'inconnu ou d'oublié. Mais l'Amérique n'était ni vide ni oubliée. Elle était pleine de gens, de villes et surtout d'histoires. Ce ne fut pas une découverte, ce fut un recouvrement d'un monde pour en construire un autre par-dessus. Le langage importe. Appeler ces voix vaincues est précis sur le plan militaire, mais peut-être imprécis sur le plan culturel. Car bien que leurs armées soient tombées et que leur ville ait été détruite, leurs mots, leur cosmogonie et leur mémoire ont survécu à la catastrophe et ont fini par influencer le monde entier. En résumé, la conquête fut une double tragédie. La tragédie visible de la violence physique et de la mort, et la tragédie invisible de l'épistémicide, un terme qui signifie la destruction systématique du savoir d'un peuple. L'incendie des codex fut l'acte central de cette seconde tragédie. Cependant, des cendres de ce savoir ont surgi ces textes hybrides, ces littératures du trauma. Ils sont la première expression de ce que nous appelons aujourd'hui l'Amérique latine. Ils ne sont ni complètement indigènes, ni complètement européens. Ils sont quelque chose de nouveau, né de la douleur et de la résistance. Ils sont le témoignage d'une incroyable survie. L'existence de ces textes défie le récit simple d'une victoire totale et d'une défaite absolue. Elle montre que le dialogue, même s'il était asymétrique et violent, a existé, et que la culture du conquis s'est infiltrée dans celle du conquérant, créant un tissu culturel qui est unique au monde. Au final, ces voix nous obligent à être humbles. Elles nous rappellent que notre façon de voir le monde n'est pas la seule, qu'il a existé et qu'il existe d'autres façons de concevoir le temps, la communauté, la nature et le sacré, et que dans la diversité de ces visions se trouve une richesse inestimable pour toute l'humanité. Considérons que le mot « livre » lui-même est insuffisant. En nahuatl, le mot pour ces objets était amoxtli. Ce terme n'impliquait pas seulement l'objet physique, mais aussi le savoir et le pouvoir qu'il contenait. Perdre l'amoxtli, c'était perdre le guide et la légitimité du pouvoir. L'oralité a également joué un rôle crucial. Bien avant d'être écrits, ces récits étaient mémorisés et transmis oralement à travers des écoles spéciales appelées Calmecac pour les nobles aztèques. L'écriture était un support pour la mémoire, pas un substitut. C'est pourquoi les chants et la poésie étaient si importants. Cette origine orale explique le style répétitif et rythmique de beaucoup de ces textes. Les phrases et les structures se répètent comme dans une chanson, ce qui facilitait leur mémorisation. C'est une caractéristique qui a survécu même à la transcription à l'alphabet latin, lui donnant une cadence unique et puissante. Pensons à l'impact du papier. Le papier européen était différent du papier damat. La plume d'oiseau était différente du pinceau en poil de lapin. La simple adoption de nouvelles technologies d'écriture a subtilement altéré la façon d'enregistrer la pensée. La forme et le fond sont toujours connectés. Les couleurs étaient aussi un langage. Dans les codex préhispaniques, le rouge pouvait signifier le sang ou le pouvoir, le jaune l'or ou le soleil, le bleu l'eau ou la divinité. Une grande partie de ce langage des couleurs s'est perdue dans les transcriptions alphabétiques qui étaient principalement en noir et blanc. Une autre couche de signification effacée. Il est important de ne pas idéaliser le monde préhispanique. C'était un monde avec ses propres guerres, hiérarchies et systèmes d'oppression. L'Empire aztèque, par exemple, dominait d'autres peuples.
En fait, les Espagnols ont exploité ces tensions internes, s'alliant avec les peuples soumis par les Aztèques pour parvenir à la conquête. Cependant, la violence de la conquête européenne était d'une échelle et d'une nature différentes. Elle ne cherchait pas seulement à soumettre pour obtenir un tribut, comme le faisaient souvent les empires préhispaniques. Elle visait une transformation totale et une assimilation culturelle et religieuse, ce qui la rendait existentiellement beaucoup plus dévastatrice. Et c'est là que l'histoire prend son tournant le plus profond. La survie de ces voix n'a pas seulement influencé la littérature, elle a changé la définition même de ce que signifie être américain. L'identité latino-américaine ne peut être comprise sans ce substrat indigène, sans cette mémoire du trauma et de la résilience. On pense souvent que la culture indigène est quelque chose du passé, quelque chose que l'on trouve dans les musées, mais ces voix démontrent que ce n'est pas le cas. C'est un courant vivant qui continue de couler sous la surface de la modernité et qui émerge constamment dans l'art, la politique et la spiritualité. Des auteurs contemporains, beaucoup écrivant dans des langues indigènes, perpétuent cet héritage. Plus depuis la clandestinité ou l'urgence, mais avec une fierté et une volonté de revendiquer leur place dans le canon de la littérature universelle. La littérature des vaincus parle maintenant d'une voix nouvelle et forte. C'est pourquoi cette histoire n'est pas seulement celle du passé, c'est celle de l'avenir, c'est celle de la manière dont les sociétés gèrent leurs histoires de violence et dont les voix marginalisées trouvent le moyen de parler et de réécrire le récit. C'est une leçon de survie culturelle pertinente pour n'importe quelle partie du monde. Le fait que nous puissions aujourd'hui lire le Popol Vuh sur Internet ou analyser les Cantars Mexicanos dans une université est le résultat d'une chaîne de survie presque miraculeuse. Des scribes anonymes, des frères curieux, des archivistes patients et des universitaires modernes qui ont dédié leur vie à écouter ces voix. Ainsi, l'histoire qu'ils ont tenté d'effacer n'a pas été complètement éliminée. Elle a été blessée, fragmentée, enterrée, mais elle n'est pas morte. Elle a survécu dans les fissures, dans les marges, attendant le moment d'être redécouverte. Et ce faisant, elle nous offre une vision plus complète et plus honnête de ce que nous sommes. La conquête de l'Amérique fut, sans aucun doute, un événement d'une immense brutalité. Mais l'histoire de la littérature qui en est née est l'une des preuves les plus frappantes de l'indomptable capacité de l'esprit humain à créer de la beauté à partir de la douleur et à trouver une voix, même au milieu du silence, le plus assourdissant. Cette littérature est un miroir. Elle nous oblige à confronter les parties les plus sombres de notre histoire, mais elle nous montre aussi l'incroyable force de la créativité humaine. Elle nous enseigne que pour construire un avenir juste, nous devons d'abord avoir le courage d'écouter les voix du passé, surtout celles qui ont été réduites au silence. La guerre pour la mémoire ne finit jamais. Encore aujourd'hui, dans toutes les Amériques, il y a des luttes pour la terre, pour les droits et pour la reconnaissance des cultures indigènes. La bataille, qui a commencé avec l'incendie des codex, continue, bien qu'elle se livre désormais dans les tribunaux, les salles de classe et les médias. L'héritage des voix vaincues est donc une invitation et une responsabilité. L'invitation à explorer l'une des littératures les plus profondes et émouvantes du monde. Et la responsabilité de veiller à ce que ces histoires, qui ont survécu à tant de choses, ne risquent plus jamais d'être oubliées. Ainsi, comme nous l'avons vu, l'histoire de la conquête n'est pas uniquement écrite avec l'encre des vainqueurs. Dans l'ombre, en marge, dans un acte de défi suprême, les vaincus ont aussi pris la plume et écrit leur propre version. Une histoire non pas d'or mais de maïs, non pas de rois lointains mais de dieux proches. Ils ont créé une littérature qui n'était pas un trophée de victoire, mais une encre pour la mémoire, un refuge pour l'âme d'un peuple qui faisait face à la fin de son monde. Ces textes sont la preuve que même quand tout est perdu, les histoires peuvent nous sauver. Et cette mémoire, ce trauma converti en art, n'est pas resté au XVIe siècle. Il a voyagé dans le temps, s'est transformé et est devenu la graine d'où germerait le réalisme magique, l'un des courants littéraires les plus importants du XXe siècle. Une preuve finale qu'aucune voix ne meurt complètement tant que quelqu'un l'écoute. L'histoire qu'ils ont effacée n'a pas disparu, elle attendait juste. Elle attendait que nous soyons prêts à l'écouter et à comprendre que la véritable richesse des Amériques n'était pas l'or qu'ils ont emporté, mais les histoires qui sont restées. La prochaine fois que vous lirez un auteur latino-américain, essayez d'écouter les échos. L'écho du Lamento pour Tenochtitlan, l'écho des héros jumeaux descendant Axibalba, l'écho des hommes et femmes de Maïs. L'histoire qu'ils ont tenté d'effacer est vivante. Et maintenant, vous faites aussi partie de sa mémoire. J'espère que ce voyage à travers les voies oubliées de la conquête vous aura paru aussi fascinant qu'à moi. C'est un sujet qui nous enseigne sur la fragilité de la culture, mais aussi sur son incroyable pouvoir de survie. La littérature est parfois l'arme la plus puissante. Nous avons parcouru un chemin long et parfois douloureux, des cendres des codex mayas jusqu'à la magie de la littérature contemporaine. Nous avons vu comment une blessure peut devenir une source de création et comment la mémoire refuse d'être enterrée.
L'histoire, comme vous le voyez, a toujours plus d'un visage. Un grand merci de m'avoir accompagné dans cette exploration profonde. Votre temps et votre curiosité sont le moteur de cette chaîne. Apprendre ensemble et remettre en question ce que nous savons est l'objectif de chaque vidéo que nous réalisons. Merci vraiment d'être là. Si vous avez aimé découvrir cette autre facette de l'histoire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains voyages dans les secrets de la littérature. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu rigoureux et passionné comme celui-ci. Et maintenant, j'adorerais vous lire dans les commentaires. Connaissiez-vous ces textes? Quelle autre histoire effacée ou voire réduite au silence aimeriez-vous que nous explorions à l'avenir? Le débat et l'échange d'idées enrichissent toute cette communauté d'esprits curieux.